On va commencer. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir dans ce séminaire qui a 40 ans d'âge de philosophie et mathématiques. Donc, nous sommes heureux d'accueillir Christian Lair, comment dire, des figures historiques de la théorie des catégories et de son histoire, et qui va rétablir, en tout cas, informer sur une grande partie de cette histoire et des acteurs de cette histoire. Voilà, merci. Ah ben non, c'est moi qui te remercie. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et donc de me donner la possibilité de prononcer ces mots de théorie des esquisses dans cette enceinte prestigieuse et de prononcer le nom de Charles Ehresmann dans cette enceinte tout aussi prestigieuse. Charles Ehresmann, à qui je dédie donc cet exposé. Alors cet exposé, il concerne quoi? Il dit quoi? Vous avez vu le titre, je pense. Il va parler de théorie des esquisses. Et de l'étude diagrammatique des structures mathématiques, on veut dire structures pour abréger. Alors en fait, je vais juste me contenter de parler de théorie des esquisses et de description ou de spécification, parce que si on doit se lancer dans l'étude, ça va être plus long quand même. Donc on va surtout faire théorie des esquisses comme pour la description ou la spécification, ça fait moderne, ou simplement la définition des structures algébriques, diagrammatiques des structures algébriques. Alors, des descriptions, je suis en train de faire des descriptions, des spécifications et des définitions qui permettent l'étude des structures algébriques. Il n'y a pas que la théorie des esquisses, évidemment. Il y a d'autres types de description, je vais y arriver. Autres types, autres modes. Alors qu'il y en a qui sont bien antérieurs à la théorie des esquisses ou même à la théorie des catégories. C'est ce qu'on va appeler, disons, peut-être c'est l'acception moderne, peut-être qu'il y a pas mal d'années on ne disait pas tout à fait ça, mais enfin, aujourd'hui on dirait les théories logiques du premier ordre. Logique du premier ordre. Ou du deuxième ordre, ou d'ordre supérieur, pour qu'on y est. Bon, essentiellement, en mathématiques, ça fait partie vraiment du standard, on va dire, dès qu'on va parler de manière un peu structurée des structures. En informatique, on dirait plutôt spécification des types de données. C'est pour ça que j'ai mis le nom spécification. Bon, d'ailleurs, les spécifications des types de données, ça fait un peu plus que de décrire des structures mathématiques. Enfin bon, c'est quand même des structures quasi mathématiques. Et puis, il y a des descriptions, alors, catégoriques, on va dire. Description à l'aide de catégories. On va dire des descriptions catégoriques. Alors, les descriptions catégoriques, en fait, ce n'est pas très éloigné des descriptions diagrammatiques. On peut très bien dire qu'une catégorie, c'est un diagramme. Un diagramme, c'est un dessin avec des objets, des flèches, une catégorie.
c'est un diagramme. Mais enfin, l'idée d'Ehresmann, l'idée des esquisses, c'est que la description se veut, sinon minimale, du moins minimaliste, économique. On donne, on va voir ça tout à l'heure, enfin très bientôt, on donne d'une structure mathématique, une sorte de structure mathématique, on essaye de donner une définition, une description économique. Alors que les descriptions catégoriques, on va dire, ne sont pas économiques du tout. Bon, alors, dans les descriptions catégoriques, historiquement, il y a eu les théories de Lovir, il y a eu les, alors je ne crois pas que ça soit le titre de son texte, mais enfin, on va dire que c'est à peu près ça, les I-types de Benabou. Et puis, il y a les catégories munies de limites projectives. Alors, on va dire petites, je ne me pose aucun problème de taille, de cohérence de taille. Pour moi, si vous voulez, ici, il y a l'ensemble des ensembles, qui est l'abomination. Enfin, normalement, je devrais dire, il y a la classe des ensembles, il y a des catégories petites, il y a des catégories non petites ou localement petites. Bon. Et la classe des classes, c'est quoi? Je me le demande. Donc, un moyen de tourner la chose qui avait été proposé par Ehresmann et même sans doute Grothendieck, il y a un tout petit peu de différence, mais pas légèrement différente, c'est de parler d'univers emboîté. Alors un univers, c'est un ensemble, un vrai, j'ai envie de dire, stable par toutes les opérations classiques de la théorie des ensembles, la réunion, l'intersection, l'ensemble vide est dedans, grand N est dedans, P de A est dedans, si A est dedans, bon, etc. Et alors, ce qui est petit, c'est dans un premier univers, et ce qui est grand, c'est dans un deuxième univers qui contient le premier, à la fois comme partie et comme élément. Comme ça règle le problème. Si on veut qu'il soit réglé, moi, personnellement, je trouve que ça le règle bien. Mais alors, pour être juste, il faudrait dire qu'avant, alors, il faudrait aller revoir dans les travaux de Grothendieck, il y avait justement les topos de Grothendieck. Topos de Grothendieck, c'est des catégories, donc c'est pas minimaliste, on va dire, alors que les esquisses se veulent minimalistes, mais c'est des catégories munies de limites. Mais ce qui est, j'allais dire étrange, ce qui est étrange, c'est que ce sont des catégories munies de limites projectives et inductives, et que les deux sont importantes pour les modèles, on va en reparler. Alors que, donc ça c'est des catégories avec, en plus, au moins, limites projectives et limites inductives, plus d'autres ingrédients sur lesquels je passe. Alors, pendant longtemps, le monde catégoricien, disons, standard, ça date des années 60, quelque chose. C'est supérieur ou égal à 60, on va dire. Ça aussi. Et puis disons que ça c'est des cas particuliers, ça c'est le standard général, c'est le standard accepté. On peut décrire, on va voir comment, on peut décrire des structures. Alors des structures, pas n'importe quelle structure, des structures algébriques, ou à peu près algébriques, à l'aide de catégories munies de limites projectives. Ça c'est le standard, à ce point que, selon les défenseurs de ce standard, utiliser des catégories à limites projectives et inductives pour décrire des limites, c'était stupide. Ils avaient mal lu Grothendieck, je pense. Vous n'avez rien compris s'ils l'avaient lu. Et d'ailleurs, ceux qui, donc Ehresmann, qui utilisaient des esquisses, c'est-à-dire des descriptions minimalistes avec l'aspect projectif et l'aspect inductif, ils se sont fait reprocher d'être dans une voie de garage. Bon, c'est embêtant. Parce que cette voie s'est révélée être
Alors, j'ai carrément être caricatural. Une voie royale. Bon, des années après. Bien, alors tout ça, c'est des belles paroles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une esquisse? Au passage, on verra un peu les différentes choses dont j'ai parlé. Ben mieux, qu'est-ce que c'est qu'une description diagrammatique d'une sorte de structure? Alors l'idée, c'est la suivante, c'est que pour décrire une structure, donc une description de structure, un type de structure, d'une sorte de structure, je ne sais pas comment dire, c'est un diagramme dans lequel on a distingué des diagrammes, dans lesquels on a distingué des diagrammes, etc. C'est le théorème de la poupée russe, quoi. C'est procédure de poupée russe. Donc vous avez un premier diagramme. Comment? Vous avez un premier diagramme. Dans ce premier diagramme, vous avez... On verra qu'il faut être plus précis que ça. Vous avez distingué des diagrammes. Alors c'est ça, ces diagrammes s'envoient dans celui-là, et donc on dit qu'il est distingué. Donc plusieurs, etc. Bon, mais dans ceux-là, il y a aussi des diagrammes qui sont distingués, etc. Peut-être plusieurs, peut-être plusieurs. Bon, alors jusque-là, c'est joli, mais enfin, on ne voit pas trop non plus comment on va définir des structures avec ça. Il faut être un peu plus précis. Alors, pour être précis, il faut commencer par dire les diagrammes où on ne distingue rien, c'est le niveau 0. Donc, on va appeler ça des esquisses d'ordre 0. Puis ensuite, si on distingue qu'un étage, ça sera les esquisses d'ordre 1. Puis d'ordre 2, ou de degré, ou de niveau, ça, c'est peu importe. Excusez-moi, j'ai soufflé un peu court. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de degré, d'ordre, de degré 0? C'est ce qu'on appelle un graphe à composition. Et c'est rien d'autre que ce que Ehresmann appelait un graphe multiplicatif. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe à composition? C'est un graphe avec de la composition. Comme quoi, le mot est quand même bien trouvé. Bon. C'est-à-dire, il y a des objets. Alors, si G, on va l'appeler G, comme ça. Donc, il y a un ensemble d'objets. Ensemble des objets. Il y a un ensemble de flèches. Évidemment, les flèches, elles ne se baladent pas dans la nature, elles ont toutes un domaine et un codomaine, comme on dit, une source et un but. Donc, il y a l'opération domaine, de flèche de G vers objet de G. Domaine, hein. Je prends la terminologie visuelle. Une opération codomaine, de flèche de G vers objet de G. Si bien que si j'ai une flèche G comme ça, je la vois, je la représente graphiquement comme allant de son domaine de G vers le codomaine de G. Là, c'est un G. Bon, pour l'instant, ça ne mange pas de pain. En chaque objet, il y a une identité, donc il y a une opération identité.
enfin sélection d'identités, parce que sinon on va mettre des id partout, sélection des identités de objet de G vers flèche de G. Alors j'écris pas tout, mais qui à chaque objet G associe une flèche fermée, id en G. Alors donc il y a un axiome qu'il faudra écrire, c'est-à-dire que le domaine de l'identité de G, c'est G, le codomaine de l'identité de G, c'est G. Et puis enfin, il y a une composition. Bon, mais alors avant qu'il y ait une composition, je vais utiliser les tableaux, parce qu'on a des beaux tableaux. Avant qu'il y ait une composition, il faut dire qu'est-ce qu'on compose. Alors justement, la différence avec les catégories, c'est que dans une catégorie, deux flèches consécutives, c'est-à-dire le but de l'une, le domaine de l'une, c'est le codomaine de l'autre, sont obligatoirement composables dans une catégorie. Dans un graphe à composition, non. Donc, il faut se donner l'ensemble des flèches composables. Ça fait partie de la donnée. On va y arriver. Voilà. Alors, donc on se donne on donne un ensemble C comp des couples de flèches composables. Il est inclus dans l'ensemble séquence des couples de flèches consécutives. Et le couple de flèches consécutives, c'est l'ensemble des flèches consécutives. J'aime bien faire des effets qui ne servent à rien. C'est-à-dire c'est l'ensemble des G', tels que donc c'est inclus dans flèche croix flèche, dom G' égale codom G, inclus en flèche G, croix, flèche G. Bon. Donc on se donne ce qui est composable. Dans une catégorie, il ne faut pas se le donner, c'est obligé. Ce qui est composable, c'est tout ce qui est consécutif. Dans une catégorie, ça égale ça. Bon. Ce qui justement impose que beaucoup de choses on doit donner le composé de beaucoup de choses, même si on n'en a pas besoin. Alors maintenant, on a une composition de couple composable vers flèche, couple composable de G vers flèche. Alors j'entends gras le graphe et puis en pas gras les éléments du graphe, quoi. Donc de couple composable de G vers flèche de G, qui a un couple GG', associe un composé, évidemment qu'on s'amuse à qu'on note souvent G'.G. Si bien que dans un graphe à composition, vous avez des objets. En chaque objet, il y a une identité. D'ailleurs, même ça, on pourrait varier. On peut très bien dire qu'il n'y a que certains objets qui sont munis d'une flèche identité. Ceux où on a besoin d'identité. Ensuite, vous avez des flèches. Vous avez des couples de flèches qui sont comme ça, puis qui restent comme ça, qui se trouvent très bien. Et puis vous avez enfin des couples de flèches composables. Donc elles sont obligatoirement consécutives. Elles se composent. Et alors il y a des axiomes à écrire que j'ai dessinés. Le premier axiome à écrire, c'est que
Si je compose G' et G, le composé, il ne se balade pas n'importe où. Son domaine, c'est le domaine de G, et son codomaine, c'est le codomaine de G'. Et puis, l'identité, on l'appelle identité parce qu'elle sert d'élément neutre local. Elle est composable avec toute flèche qui part et toute flèche qui arrive. La composée ne change pas la flèche. J'écris pas. Bon, voilà ce que c'est qu'un graphe à composition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme vous venez de le voir, moi je pars du principe qu'un graphe à composition, ça se dessine. C'est un diagramme, c'est pour ça que je dis que c'est un diagramme. C'est plus léger, c'est plus minimal qu'une catégorie. On peut même dire une chose plus précise. On peut dire qu'un graphe à composition, c'est un système de générateurs et de relations pour une catégorie. Beaucoup de catégories sont engendrées par un graphe à composition plus petit. On va prendre un exemple très simple. Voilà, je prends ce graphe à composition-là. Il a un objet, une flèche identité, ça je suis obligé, puisque j'ai dit qu'il y avait des identités, puis une flèche fermée qui vient, on ne sait pas où, une flèche fermée. Ça, c'est un graphe à composition, tout bête. Bon, il est tout bête. La catégorie que ce graphe engendre, toute bête aussi, mais enfin quand même, elle est déjà encombrante, puisque je suis obligé de rajouter tous les composés de G avec lui-même. Donc il y a tous les G puissance n. Donc il reste le id, c'est G puissance 0 si on veut. Et puis il y a tout les G puissance n. G.G.G. Bon, alors c'est pas encore absurde, ni délirant de regarder cette catégorie plutôt que le graphe. Mais enfin, le graphe à composition, pour moi, c'est plus diagrammatique que la catégorie qui est plus catégorique, moins diagrammatique. Bon, c'est très subjectif. Bien. Alors ça, c'est une esquisse d'ordre 0. Alors qu'est-ce qu'on fait des esquisses d'ordre 0 ? Comme de toute esquisse de tout ordre, on en prend des modèles. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? C'est tout bête. Alors un modèle ensembliste, on va dire. Quoi qu'on pourrait prendre des modèles partout ailleurs. Un modèle, c'est simplement un foncteur. Alors un modèle ensembliste, un modèle. Alors modèle de G vers ans. Alors c'est la catégorie des ensembles. Donc c'est une grosse catégorie, ou c'est une catégorie localement petite, ou c'est les ensembles U petits avec un certain univers. C'est bien que c'est une catégorie V petite avec un univers plus grand. Enfin bon. En admettant qu'il n'y en a qu'une. De catégorie. Quelle que soit la restriction de taille. Oui. Il dit la catégorie des ensembles. U petit, oui. Oui, mais en fait, je veux dire, indépendamment de son taille, même à une taille fixée, il pourrait y avoir plusieurs modèles de la catégorie des ensembles. Ah, d'accord. Alors, on se lance dans la théorie des ensembles. Là, je ne me lance pas. J'ai trop peur de glisser. Bon, alors, un modèle de G vers ans, c'est simplement un foncteur, comme on dirait, par analogie avec ce qui se passe pour une catégorie. Si c'était une catégorie, foncteur, c'est homomorphisme entre catégories. Oui, mais une catégorie, elle-même, manifestement, c'est un graphe à composition particulier, justement, où tout ce qui est consécutif est composable, et où la composition est associative. Bon. Vous n'avez pas dit avant Quoi ? que la composition est associative. Pour les graphes à composition, non, il n'y a rien du tout. Ah non. Rien du tout. On ne se préoccupe pas de savoir si c'est associatif ou pas. Mais l'unité marque quand même. Alors on met l'unité. Alors j'ai dit qu'on mettait. Vous pouvez très bien décider de mettre des identités uniquement si on en avait besoin.
On pourrait même, il y a même d'autres généralisations de la notion de graphe à composition qui sont un peu plus molles encore. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait? Chaque objet, quel que soit, pour tout objet, donc on lui donne un nom, M. On a M de G, enfin, on a un certain M de G, qui est un objet de G, qui est un ensemble. On a, pour chaque flèche, G de G vers G'. On a M de G de M de G de M de G vers M de G', est une application. Donc elle respecte source et but. Évidemment, M d'une identité, c'est l'identité en M. M, je n'écris pas tout non plus. Alors ça, c'est l'application identité. Puis M d'un composé, c'est le composé des M, bien sûr, évidemment. Donc c'est rien d'autre qu'un homomorphisme entre structures, analogue, on va dire. M de G'.G, c'est M de G'.M de G. Voilà ce que c'est. Un foncteur d'un graphe à composition vers une catégorie, ou bien vers la catégorie ensemble. Je pourrais même évidemment définir ce que c'est qu'un foncteur d'un graphe à composition vers un autre. C'est un homomorphisme entre structures. Bon. Mais ça, disons vers la catégorie d'ensemble, j'appelle ça un modèle par anticipation. Bon, alors maintenant, on va monter un degré de l'escalier. Qu'est-ce que c'est qu'une esquisse d'ordre 1? On était à l'ordre 0. Alors, bon. Ou de degré, je crois que j'ai dit degré. Le degré 1. Alors, une esquisse de degré 1. C'est une esquisse dans laquelle on a distingué des esquisses de degré 0. Formidable. Bon. Donc c'est un graphe, à composition. Esquisse de degré 0. Donc, dans lequel sont distingués des esquisses, des graphes, des esquisses de degré 0, qui sont encore des graphes à composition. Bon. Sauf que là, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de voir que ce graphe à composition est une esquisse à degré 0, c'est de voir que ce graphe à composition est le support de l'esquisse. Ça sera toujours le cas pour l'ordre supérieur. J'aurai un graphe à composition qui sera support. Par contre là, comme je veux faire des poupées russes, je dis que mes graphes à composition, là c'est encore des graphes à composition, esquisses de degré 0, sont des esquisses, je les vois comme des esquisses parce que je veux que l'esquisse de degré 1, ça soit un graphe à composition où sont distinguées des esquisses de degré inférieur. Et voilà qui démarre la machine. Alors pas n'importe quel graphe. Ces esquisses sont des graphes à composition dans lesquels sont distinguées des esquisses de degré 0, qui sont des prolongements initiaux ou finaux. Finaux, final, finaux. Finaux, final. Finaux. Bon, terminaux.
Alors, il faut que je l'explique, alors. Je me couche avant, c'est vraiment... Alors, donc j'ai un graphe à composition, le support de l'esquisse, et dedans je distingue les choses suivantes, le genre de choses suivantes. Voilà. Un graphe à composition, et quelque chose ici, un foncteur de ça vers ça, un foncteur de ça vers ça, un truc qui commute, un triangle qui commute, si bien que ça donne une partie de ça. Et dans l'esquisse, dans le graphe, j'ai ce foncteur-là qui prolonge celui-là, une image de celui-là. On peut peut-être le faire aller là. Alors j'en ai un certain nombre comme ça. Donc c'est vraiment des poupées russes. Et puis, alors ça c'est mon esquisse. Tout ça, c'est l'esquisse. Alors, évidemment, on peut en avoir plusieurs. Comme on dit, le triangle de foncteur commute à chaque fois. Simplement, je ne me contente pas de dire ça, parce que si je dis ça, je ne dis rien. Je vais dire quelque chose quand je vais prendre les modèles. Donc avant de prendre les modèles, il faudra que je précise comment prendre les modèles, mais je vais le dire tout de suite. Un modèle, ça va être quoi? Un modèle dans les ensembles. C'est un modèle qui va transformer toute telle distinction. Donc dans la catégorie des ensembles, je retrouve l'image du support, l'image de G, qui est là. G est là. Voilà. Je retrouve l'image de G, je retrouve toutes les images. Bon. G, et puis G, il y a ça et ça, pour le premier par exemple. Eh bien, j'exige que ce premier type de prolongement soit initial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais j'ai un autre prolongement, voilà, le même petit morceau, alors il y a un passage, une translation, disons, du prolongement initial vers le prolongement autre. Je vais le dessiner comme ça. Là, il y a plein d'objets, il y a plein de flèches, qui soient évidemment l'identité sur le morceau. Donc, ces prolongements-là, je veux qu'ils soient transformés en initiaux. Et puis les autres, je veux qu'ils soient transformés en finaux, en terminaux. C'est-à-dire que, donc j'ai ce dessin-là, c'est celui de droite, disons, avec ce prolongement. Ce que je veux, c'est que quel que soit l'autre prolongement, eh bien, il est... je me suis trompé d'ailleurs, là c'est terminal. Bon, ça va faire. Ça, je vais l'appeler plus. Voilà, initial. Et celui-là, il est terminal, c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. Hein. Tout est dans l'autre sens. Donc c'est celui-là que je vais appeler moins. Bon.
Bon, ça paraît évidemment assez abstrait. Non, d'abord, c'est bien des diagrammes. J'ai promis une description diagrammatique, je fais que des dessins. Bon. Alors maintenant, soyons plus précis. On peut démontrer que ça revient, c'est exactement équivalent pour la description des structures, à distinguer dans G des cônes projectifs, des cônes inductifs, que les modèles vont transformer en limites projectives ou inductives. Alors c'est déjà plus clair, c'est un peu plus clair. Donc en fait, une esquisse, tout ça est équivalent, on va dire, à distinguer des cônes projectifs et des cônes inductifs que les modèles transforment en limites. Donc c'est ça que je vais peut-être un peu plus préciser. Donc GG. Dans G, je distingue un certain nombre de cônes projectifs. Donc il y a plein de flèches en bas. Il y a un sommet. Il y a des projections. Les triangles commutent. Et le modèle, un modèle. Donc il y a un P. Il y a des PI. Il y a des PI', PI. Là, il y a la catégorie I. Ils sont là-dedans, qui sont là-dedans. Ils sont là dans quelque chose qui est le cône typique, si vous voulez. Je vais appeler I-. Voilà. Là, c'est I-. C'est I à laquelle on rajoute un objet initial et des flèches qui font tout commuter. Bon, alors un cône, c'est donc rien d'autre qu'un foncteur de ça vers G et qui donc prolonge la donnée de la base. Un modèle devra transformer ce cône en une limite projective dans ANS. Même chose de l'autre côté. Alors j'ai des J. Je associe J-, en mettant un sommet terminal là. Il y a évidemment une injection. Un cône inductif dans mon esquisse est comme ça. Évidemment, bon, il y a des flèches, tout commute. S'il est distingué, s'il n'est pas distingué, il fait ce qu'il veut. S'il est indistingué, le modèle doit transformer tout cône projectif distingué en limite projective dans ANS et tout cône inductif distingué en limite inductive dans ANS. Alors, distingué, ça veut simplement dire je l'ai sélectionné parmi d'autres, c'est tout. Je l'ai peint en rouge pour les uns, en bleu pour les autres. Bon. Donc ça, c'est des moins. Et J-, il n'y a pas un plus à côté. Comment? Il y a J-, et J- ou J+. J+. C'est pour économiser la craie. Donc tout cône, donc une esquisse. Alors cas particulier, donc c'est équivalent à graphe à composition où sont distingués des cônes projectifs et des cônes inductifs. De sorte qu'un foncteur, un modèle, transforme les cônes projectifs distingués en limites projectives. Le sommet extérieur est la limite. Limite, ça veut dire que le sommet extérieur est la... Oui, enfin, pour moi, c'est tout le cône qui est la limite. Le sommet, la limite avec les projections, etc. Et tout cône, les cônes inductifs
distinguer. Je dois mettre en cône limite projective. En cône limite inductive. Bon, bah ça, c'est l'acception originelle d'Ehresmann, les esquisses. Et ne montez pas plus haut. C'est-à-dire, Là, on est qu'au niveau 1. oui, non. Dans son premier papier, non. Dans ce papier originel, des années 60, quelque chose, 61, 62, il n'allait pas plus haut. Et dans les années 78-79, j'étais en train de travailler sur le sujet. Kelly, qui est un grand catégoricien quand même, malgré tout, c'est lui qui m'avait dit que la voie des esquisses projectives, c'était rien d'autre que des catégories à limite projective, c'est un standard bien connu, il n'y avait qu'à parler de catégories à limite projective, tandis que la voie des esquisses mixtes, comme on disait, c'est-à-dire où il y a vraiment les deux, c'était une voie de garage. Aspect inductif, limite inductif, ça ne servait à rien. Bon. On en reparlera peut-être si on a le temps. Bon, voilà, alors ça, on peut peut-être donner un exemple. Juste, vraiment, vraiment bête, qui est loin d'épuiser le sujet. Ou deux exemples. Quel est le rapport avec les théories logiques, par exemple? D'abord, quel est le rapport avec les descriptions catégoriques, comme j'ai dit? Bon, le rapport avec les descriptions catégoriques est le suivant, c'est pas tellement difficile à démontrer, un peu de matériel, mais enfin bon, toute théorie, toute esquisse, pardon, engendre librement une catégorie à limite, enfin possédant les petites limites projectives et les petites limites inductives. Sans faire de nouveau trop de... C'est-à-dire une description catégorique. En particulier, toute esquisse projective, sans cône inductif distingué, il n'y a que du projectif, sans cône inductif distingué, engendre une catégorie possédant les limites projectives. Alors là, on tombe tout à fait dans la description standard dans le milieu catégoricien, on va dire à partir des années 70, tout ça c'est un peu à la louche, des types de structures, c'est-à-dire qu'on ne regarde que les types de structures qu'on peut décrire à l'aide de limites projectives. On va revenir là-dessus très vite. On va d'abord donner un exemple. Et de nouveau, il y a cet aspect, quand j'ai l'esquisse qui engendre quelque chose, qui est généré, est beaucoup plus massif et beaucoup plus gros que les quelques générateurs que je peux avoir. Bon, le souci, c'était d'être minimaliste. Puis le deuxième, alors bon, on peut très bien dire, si on a affaire d'être minimaliste. Il y a un deuxième souci, c'est que ça engendre, tout ça, c'est des résultats bien théoriques, ça existe. Mais quand j'ai une esquisse, un petit dessin, quelle est la catégorie à limite projective, inductive, engendrée? Elle existe, mais elle est grosse.
faudrait qu'on puisse revenir là-dessus, mais enfin, grosse dans le sens naïf. Bon. On va essayer de revenir là-dessus. On va donner un exemple, Michel. Alors un exemple justement, évidemment, sans intérêt en lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'une... Alors prenons la structure suivante. Loi binaire. Donc, magma. Je crois que ça s'appelle un magma. Un magma, c'est un ensemble muni d'une loi binaire interne. Voilà, on voit ça dans les bouquins, je vais dire de quatrième, peut-être pas, mais au époque, peut-être plus. Bon, voilà, bon. Bon, très bien. Alors, quelle est l'esquisse? Enfin, une esquisse. Bon, c'est très simple. Il y a un objet, il y a un autre objet. Voilà, je vous la dessine. Hein. Il y a deux flèches. Puis il y a les identités. Bon, je ne les mets pas, les identités. Bon. Sans réduire à un point. Bon, voilà. Voilà l'esquisse. Enfin, non, ça, c'est le support. Ça, c'est le support. Alors, support, il faut quel cône distinguer? Cône distingué, la catégorie I, elle a deux objets, ou le graphe à composition I a deux objets. Ça, c'est I. Enfin, I-, du coup, non, I-, je vais dessiner vraiment. I-, voilà. Elle a deux objets, un autre objet, S. C'est ce que j'avais appelé? Je ne sais plus. Et puis deux flèches, 1S, 2S. Donc j'aurais dû laisser I en dehors. Voilà, I. Évidemment, ici il y a un plongement. Ici il y a les foncteurs qui font ce qu'on attend. C'est-à-dire 1 donne S. Ah oui, il y a un S ici déjà, alors on ne va pas mettre S quand même. Mettre P, P, P. 1 donne S, 2 donne S, pour celui-là. Puis ça, c'est un prolongement. Donc même chose pour 1 et 2. Puis P donne le sommet S. Voilà. Vous avez un peu trop vite. On pourrait réexpliquer le tout début, l'esquisse associée au magma, alors, les notations. Alors, le graphe. Ça va trop vite. C'est Sprint d'ailleurs. Bon, alors, le graphe. Le support. D'accord? C'est quoi K, P1, P2, S, S? C'est des noms, c'est parfaitement syntaxique, parfaitement abstrait. Le support, il a deux objets que j'appelle S et S'. Je me souviens plus les appeler A et B. Je mets S comme sommet, comme je sais pas quoi. Je peux mettre n'importe quoi comme lettre. Hein? C'est moi qui décide. K, parce que je pense à composition, c'est un peu comme pour les compacts. On va voir tout de suite hein, à quoi ça sert. P1, P2, parce que je pense à première projection et deuxième projection. Alors, on va prendre un modèle, ça va tout de suite expliquer. Un modèle, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est pas ça, ça, c'est mes mouchoirs. Un modèle, c'est moi qui décide de la dessiner, l'esquisse. Je la décide comme je veux. Je mets ce que je veux dedans, je les appelle comme je veux. Simplement, j'ai une idée dans la tête. Ce que je veux, c'est qu'un modèle s'identifie à un magma. D'accord? C'est déjà un peu plus clair? Non, pas vraiment. Bon. Eh bien, on va prendre un modèle. Alors, un modèle. Un modèle. Donc, il va vers Vérance. Comme je vais l'appeler M, comme modèle ou comme magma. Bon, alors, il me dit que M de S, c'est un certain ensemble. Bon.
là pour le moment. Bien. M de S', c'est un certain ensemble. M de P1, M de P2, M de K. C'est des applications. Si j'oublie ce qui est distingué, j'oublie tout ça, je regarde que ça. Ah, cette description purement diagrammatique, purement syntaxique, purement abstraite, purement vide de tout sens. Un modèle, c'est au moins un foncteur, ça m'associe un diagramme d'objets, d'ensemble et d'applications. Puis point. Mais maintenant, si j'oublie plus que ça, c'est un prolongement terminal, alors c'est pas difficile de voir que dans la catégorie des ensembles, si M de S, c'est un petit calcul à faire, hein, mais enfin bon, MP1, MP2, MS' et terminal, ça veut dire que pour tout autre prolongement, alors prolongement de ça, pour tout autre prolongement, alors Q1, toute autre application, Q1, Q2, X, pour tout autre dessin de ce genre, quel que soit, je vais mettre, hein, quel que soit ça, là, dire que c'est terminal, ça veut dire, toc, dans une flèche qui fait tout commuter. Une et une seule flèche qui fait tout commuter. Ça veut exactement dire, enfin, à peu de choses près, que M de S', c'est le produit cartésien de M de S par M de S. Sa définition des limites projectives indexées par catégorie discrète, c'est un produit cartésien. Et là, on a gardé que P1 et P2 pour l'instant. Avec P1 et MP1 et MP2 comme projection canonique. Si on se contente de dire que c'est un produit sans dire quelles sont les projections, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est tout le cône qui est produit cartésien avec les projections usuelles cartésiennes. Donc je me retrouve devant un ensemble, sont produits par les mêmes, les deux projections. Et puis une application qui m'est donnée du produit cartésien vers l'ensemble. Bah, c'est ça une loi de composition interne. Bah, magma, c'est ça. Ben voilà. Ça va mieux? Et M de K? M de K, c'est une application quelconque qui va du produit vers l'ensemble. Ce qu'on appelle une loi binaire interne. C'est tout. Hein, qui permet de composer les couples d'éléments de M de S. OK? Par exemple, une somme ou un produit. Bon, alors un autre exemple quand même. Et là, on a utilisé quoi comme en dehors du diagramme à droite, à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on a utilisé de la partie droite? Là, l'esquisse, c'est tout ça. Oui. C'est un support, Oui. un graphe, un diagramme vraiment élémentaire. Bon. Et puis avec la distinction, avec un moins, d'un prolongement terminal, qui doit devenir terminal. Il y avait en bas quelque chose aussi. Quoi? Il y avait quelque chose en bas, non? Non, non. Non, c'était juste les valeurs des foncteurs. Ah bon? Bon, alors, un autre exemple. Non, je ne vais pas le faire, c'est bien du temps. Les deux vont sur S. Sur le même S. Alors bon, je ne vais pas. Pour être plus convaincant, il faudrait faire des exemples plus élaborés. Bon. Par exemple, pour la structure de corps. Qu'est-ce que c'est qu'une esquisse de la structure de corps? Ben, je ne vais pas vous la faire. Parce que, ben non. Ben, moi je veux bien, mais alors il faut que je parle plusieurs fois de suite. Bon.
Bon, donc, je vais juste vous faire remarquer un truc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un corps? Alors, l'idée quand même, c'est qu'on fait des esquisses de structure, c'est de se mettre à la fois dans la syntaxe, c'est-à-dire le truc purement creux, purement, c'est des lettres, c'est des flèches, des objets qui ont des noms. Et puis en même temps, si on met un modèle, qu'est-ce que ça va donner? Point de vue ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, je vais me mettre un peu entre les deux, justement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Donc là, je vais à la fois parler d'un vrai corps, ensembliste, et en même temps me dire, mais ça va donner l'esquisse. C'est ce que je vais faire. Donc, un corps, c'est un ensemble. Bon, ça me donne un objet de l'esquisse. Ensuite, alors je donne un minimum. Hein. C'est une loi de composition binaire. Ça y est, on sait comment faire. Donc, c'est une loi de composition binaire, addition. Donc, si je vais mettre un K', et puis un cône, comme ça, distingué. Et puis, une multiplication. C'est la même chose. Il y a du même K'. Bon, et puis des axiomes, etc. Bon, je n'en parle pas. Mais il y en a un dont j'ai parlé, c'est tout élément non nul a un inverse. A. C'est le non nul. C'est celui-là qui est embêtant. Ben non. Je prends les non nuls. K étoile. Donc dans mon esquisse, je vais rajouter un objet. K étoile. A. Puis je vais dire sur K étoile, il y a l'inversion. L'inversion, c'est une opération unaire. Donc là, alors, il n'y a pas de complication. Il n'y a pas du tout. Donc il y a puissance moins 1, on va dire. Il n'y a pas à distinguer quoi que ce soit. Bon. Et puis maintenant, je suis bien embêté parce qu'il faut que j'écrive que K étoile a quand même un petit rapport avec K. Ben oui. Alors, le premier rapport, c'est qu'il y a une flèche ici de K étoile vers K qui est l'injection canonique. Puis il y a une deuxième chose à dire, c'est que K étoile va atteindre tout K sauf 0. Ah, comment dire ça? Mais en disant qu'il y a 1 qui s'envoie dans K, enfin ça c'est long, on ne va pas mettre là parce qu'on va tous mélanger. Il y a un ensemble à un élément, voilà, qui s'envoie dans K et qui sélectionne 0. Alors là, ça voudra dire qu'il y a des axiomes à écrire. Par exemple, ce 0-là, c'est bien l'élément neutre de l'addition. Donc ça fait partie de l'aspect purement équationnel. Donc supposons que j'ai fait. Alors maintenant, pour dire que les inverses sont bien inverses pour ce qu'il faut. D'une part, ça c'est des équations à mettre, je ne le fais pas. Mais surtout que là, K, c'est étoile, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a étoile, union, K étoile. Union disjointe même. Parce que sinon, ils sont pas, c'est les non nuls. Très simple. Dans les ensembles, très simple. Dans les ensembles, il s'agit de dire que c'est une réunion disjointe. C'est-à-dire que c'est une somme au sens catégorique du terme. Réunion disjointe, c'est une somme au sens catégorique du terme. Mais qu'est-ce que c'est que le sens catégorique du terme? Comment? Ce qui prouve que les sommes sont intéressantes, déjà. Bon. Oui, exactement. Donc, alors maintenant, j'oublie que c'est des ensembles. Pouf, pouf, pouf. Vous voyez que c'est ça qui est bien, c'est que je peux être entre les deux, puis je vais d'un côté ou de l'autre selon ce que je veux, quoi. Donc, j'oublie tout ça. Hop. Ça, c'est le support de l'esquisse. Enfin, il y a plein d'autres choses. Hein. Et puis, dans ce support, outre le fait que je distingue le cône projectif qu'il faut pour avoir un produit de 2, il faudrait peut-être que je précise ici, mais je ne vais même pas le faire parce qu'on va gagner du temps. Je précise que j'ai de nouveau un J avec deux objets. Là, pardon, je me sers de J+. J+, c'est tout ça. J+. Définir la somme catégorique, c'est ça? Oui. Ce diagramme-là définit la somme. Voilà. Et puis il y a... Alors que l'autre définissait le produit. C'est ça. Non, là, il n'y a pas à le mettre. Voilà.
j'ai un prolongement. Bon. Alors, ça donne étoile. Bon, je ne précise pas. Et je dis que ce diagramme-là, ce prolongement-là, doit devenir par un modèle final. D'accord? Pardon, initial, j'ai dit une bêtise. Initial. Hein, il faut préciser. Ça, c'est 1 donne K, 2 donne K, et puis, un certain sommet, S, bon, hypothèse originale, S donne, c'est pas ça du tout, 1 donne K, 2 donne K étoile, et S donne K. Voilà. On va y arriver. Ça va, je dis pas trop de bêtises là. Ça veut dire qu'un modèle transforme K en la somme des deux pieds, quoi. Alors maintenant, on imagine qu'on aura peut-être besoin, pour décrire des structures un peu plus compliquées, d'autres choses que des cônes à base discrète, comme on dit. Dans mes cônes, pour le moment, il n'y a pas de flèche autre que l'identité. Alors, la réponse est oui. Mais la réponse est oui, mais le théorème est le suivant. Alors, c'est la voie royale dont je parlais tout à l'heure. Considérer des esquisses mixtes, donc pas seulement projectives, n'est pas une voie de garage. Voilà, c'est le théorème. Juste dans la structure de corps en général, juste pour les sous-corps de R, Oui. quand on pense à la construction à la règle de compas, on a mis quand même des siècles et des siècles à comprendre que l'ensemble des points qu'on pouvait attendre dans le plan Oui. était un corps. En fait. Oui. Évidemment, il faut se représenter qu'il y a une infinité derrière et que cette infinité, elle ne remplit pas en fait tous les points du plan. Donc, quelque chose qui est conceptuellement un énorme obstacle épistémologique. Et ici, dans l'esquisse, la formulation d'esquisse d'un corps, où passe la quantification? Parce que dans un corps, en général, il y a plein d'éléments. Oui. Et justement, dans la version catégorique, on a l'impression qu'on ne voit plus cette richesse ontologique qui est dans la pratique mathématique réelle, dans les questions mathématiques réelles, et disons en contact avec la quantification universelle. Et là, j'ai l'impression qu'on ne la voit plus du tout parce qu'elle est... Alors, je vais répondre à un truc, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ça me turlupine, ça. Voilà. Alors, vous avez... De mon point de vue, vous avez raison, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si ça va vous convaincre. C'est que tout ce qui est en termes de théorie des modèles, donc logique, avec des formules et de la quantification, d'accord, existe ou quel que soit, hein, ça, effectivement, ça disparaît. Il n'y a plus de variables. Il n'y a plus de variables. Donc, il n'y a plus de quantification. Mais alors, quelle est la saisie de l'objet? Quelle est la vision? Quelle est la compréhension de C'est ce ça. objet corps Ah, pour moi, c'est ça en tout cas. dans sa structure problématique? Mais c'est quoi sa dans le structure fait propre? La topologie, le fait que c'est complet. Le fait Voilà, des choses comme ça, des questions... Ça dépend du corps qu'on regarde. Là, pour l'instant, je regarde un corps quelconque. D'accord, oui, ça dépend du corps. Ben oui, si je regarde un corps plus compliqué ou plus précis, peut-être que j'aurai une esquisse plus précise. Je vais essayer d'y répondre. Alors, autrement que par ma petite pirouette, quand je regarde ce diagramme, je n'ai plus tout de quantification, j'ai plus tout de variables. Bon. Par mon fameux théorème. Il arrive. Alors, le théorème est les esquisses mixtes ne sont pas une voie de garage. Bon. Moi, j'y tiens. Ou encore, à toute théorie du premier ordre, logique, est associée, on peut associer j'ai même envie de dire algorithmiquement, un peu mécaniquement. Je vais mettre algorithmiquement, ça fait chicos, mais bon, il faudrait peut-être algorithmiquement. C'est plus que chic, c'est convaincant.
Non, mais c'est pas de la constructivité. Algorithmiquement, patience. Une esquisse. Toutes les théories du premier ordre sont esquissables. Et réciproquement, à toute esquisse quelconque, on peut associer algorithmiquement une théorie du premier ordre. Ceci dit, on peut très bien s'échapper d'algorithmes ou mettre des variantes dans l'algorithme et faire qu'on puisse associer à une même théorie du premier ordre plusieurs types d'esquisses ou à une même esquisse plusieurs théories. Bon. Désolé. Bon. Alors, comment ? Premier ordre, c'est premier ordre Infinitaire. Éventuellement infinitaire. Alors, si votre problème il est du premier ordre, il faut peut-être le montrer, s'il est du premier ordre, il est esquissable. Un point, c'est tout. Alors, il faut peut-être se compliquer un peu la tête pour d'abord identifier le problème, montrer qu'il est du premier ordre, et ensuite trouver une esquisse. Quoique, comme je viens de dire, si vous travaillez d'un côté, en fait, vous travaillez aussi de l'autre. Bon. Le premier ordre, quand c'est complet, c'est indistinguable. Alors, ceci dit, probablement, un problème un peu compliqué sur les cordes n'est pas du premier ordre. Moi, je connais des milliers de problèmes du premier ordre que je n'arrive pas à résoudre. Mais j'ai pas dit que ça résolvait tous les... Là-dessus. Où est-ce que j'ai dit que ça résolvait tous les problèmes? J'ai pas dit que ça résolvait tous les problèmes. Hein. J'ai dit que ça décrivait. J'ai bien pris soin au début de dire que ça décrivait. Alors maintenant, si on veut étudier le problème, C'est autre chose. ouais. C'est un théorème qui date de quand? Il se trouve un peu dans la littérature, mais il est dans la thèse d'Alain Molinier, ici présent. Il va être parfaitement identifié, isolé, énoncé, prouvé, tout ce qu'on voudra, dans la thèse d'Alain Molinier, ici présent, qui va sortir bientôt, 2019. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors maintenant, là, c'est étudier un problème. C'est pas parce qu'on va faire des diagrammes que ça va résoudre tout d'un coup tous les problèmes. C'est pas parce qu'on va faire des catégories que ça va résoudre tout d'un coup tous les problèmes. C'est pas parce qu'on va faire des théories du premier ordre que ça va résoudre tout d'un coup tous les problèmes. Ou des topos de Grothendieck, ça va résoudre tout d'un coup tous les problèmes. Les problèmes, il faudra retrousser les manches de chemise et puis les résoudre. Bon, c'est tout, je dis rien de plus, je dis rien d'autre. Ceci dit, il y a quand même quelque chose, là ça va nous écarter de ce que je vais faire, c'est que il y a un autre théorème qui dit on sait parfaitement identifier les catégories de modèles d'une esquisse. On sait, alors, ça ne nous écarte pas tellement que ça de la discussion. Bon, ça ne va certainement pas vous convaincre complètement, parce que je ne peux pas vous convaincre. C'est normal. C'est vous qui avez raison. Ou alors j'aurais déjà la médaille Fields, mais je n'ai pas. J'ai vérifié encore ce matin. C'est les catégories de modèles d'une esquisse. Les catégories de modèles d'une esquisse quelconque peuvent se caractériser intrinsèquement. Je n'en dis pas plus. Je m'explique. Vous avez une catégorie sous les yeux, c'est... Voilà. Vous n'avez pas l'esquisse, vous n'avez rien du tout. Vous avez à votre disposition que je vous parlais de ce qui se passe dans C, c'est tout. Est-ce que je peux savoir, comment je peux savoir que c'est une catégorie de modèle et
le modèle de quelle esquisse, même si elle, alors par contre, est peut-être pas la meilleure. Alors la réponse est oui, je peux le faire. Il peut le faire. Et il y a un rôle important qui est joué là-dedans par une sous-catégorie pleine, ou peut-être même mieux par une sous-catégorie pleine, une certaine sous-catégorie pleine, je ne sais pas comment l'appeler, C chapeau, une sous-catégorie pleine de anse, à petite même, de anse puissance C, et c'est dans celle-là que s'il y a des démonstrations de telle ou telle propriété, vous allez les trouver. Ça veut pas dire vous allez les trouver. Si vous connaissez la démonstration, vous allez la retrouver. Si vous cherchez une démonstration, il faut chercher là-dedans. Ça ne résout pas. Voilà, alors bon, je ne peux pas en dire plus. Bon, alors, je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler un peu trop. Je voudrais parler du deuxième ordre si j'ai le temps encore. J'ai le temps? Alors, rapidement, sur le deuxième ordre. Et le deuxième ordre, qu'est-ce que j'en fais? Le deuxième ordre, c'est pareil. Donc, c'est un graphe, une esquisse du deuxième ordre. C'est un graphe à composition. G, le support. Dans ce support, je distingue des prolongements, plus ou moins. Bon, c'est-à-dire, déjà, il y a une étape, il y a un étage, mais je m'autorise à monter d'étage, c'est-à-dire je distingue aussi des prolongements, mais là-dedans, il y a aussi des prolongements, et là-dedans, il y a aussi des prolongements. Voilà. Plus ou moins. Bon. Oh, non, comme ça, c'est pas parlant, je ne vais même pas faire le formalisme, on va donner un exemple. Alors lui, l'exemple va être frappant, ou même peut-être deux exemples. Ça va être relativement frappant. Alors, c'est l'exemple de grand N. Comment dire que dans une esquisse, je vais spécifier un objet qui deviendra par un modèle grand N. Ah oui, un modèle ici transforme tout ce qui est noté plus ou moins par du final ou de l'initial. Bon. Alors, grand N. En grand N, il y a une définition globale qui a été donnée par Lovir. Je m'en suis inspiré pour donner l'esquisse d'ordre 2 suivante. Donc je vais spécifier dans une esquisse, dans un support, G, qu'un certain ensemble N donnera par un modèle N de N égale grand N. Alors, déjà, d'un simple point de vue graphique, pour avoir N, il faut avoir l'opération successeur. Et puis, il faut avoir un point de départ, il faut avoir le 0. Donc, une opération de 1 vers N. Ça, c'est du premier ordre. Alors ça, c'est même du probable ultra plat, il n'y a même pas de cône, il n'y a rien. C'est vraiment graphique. Alors ensuite, justement, il faut préciser quand même que... Alors, il faut dire que c'est pas n'importe quoi. Si je prends un modèle de ça, qu'est-ce que c'est un modèle de ça? Un modèle de ça, c'est par exemple, je pars de 0,
un successeur de 0, le successeur du successeur de 0, et puis je reviens en arrière. Ben, c'est pas n. Ou bien, je l'ai fait comme ça un certain nombre de fois, donc ça c'est un premier modèle juste de mon graphe. Ou bien 0 donne S de 0, donne, je sais pas, S de S de S de S un certain nombre de fois, de 0, puis je repars en arrière, mais je ne reviens pas à 0. Bon. Ben, c'est toujours pas grand N. Enfin, pas le N que je veux. Donc, il faut que je mette plus pour dire que je veux grand N. Alors, l'idée de Lovir, ça a été de dire que pour cette structure-là, hypermolle, N était initial. Ah tiens, initial. C'est-à-dire que tout autre dense, le grand N, connu, si je veux dire, avec guillemets, le grand N connu, donc le 1 dans N donne 0, le N vers N, c'est bien le grand N connu, j'ai le droit de l'appeler comme ça, s'il est initial parmi tous les dessins de ce type. Ensemble quelconque, flèche quelconque, application quelconque, application quelconque. N est initial si et seulement si, quel que soit ça, il existe un et un seul. Bon là c'est forcément l'identité, alors un seul H qui fait tout commuter. Ça c'est ce que Lovir, celui que j'avais cité il y a longtemps, mais ça c'est beaucoup plus récent. C'est comme ça que Lovir définissait, je dirais, à la main, grand N, dense, ou même dans d'autres catégories. Bon. C'est un des trucs qui m'a suggéré la définition d'esquisse en escalade. Alors quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire ça. Il y a un autre à écrire. Je dois écrire qu'à partir de vide, je vais exiger un prolongement. Alors je vais mettre I. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais mettre N, S, N. Alors ça, voilà. Il doit être initial. Voilà. Dans mon esquisse, il faut que je spécifie que ça, c'est un prolongement initial du vide. J'ai le vide, j'ai un prolongement initial, c'est ça. Ah. Alors là, tout le monde devrait hurler. Mais alors, c'est du premier ordre, c'est du niveau. J'ai dit niveau 2. Ah, hé! Est-ce qu'il y a ça, là? C'est quoi ça? Ça, c'est l'élément terminal, comme on dit, d'une catégorie quelconque ou de dense. C'est-à-dire qu'à son tour, facile de montrer que si ça, c'est un prolongement terminal, alors un modèle quelconque le transforma en le véritable ensemble, un quelconque d'ailleurs, un véritable ensemble à un élément. Donc j'ai besoin de deux étages, un, je dirais assez subtil, et un deuxième qui a l'air tout bête, mais si je ne dis pas que je pars de 1, enfin d'un ensemble à un élément, je ne dis rien. Donc voilà, une esquisse d'ordre 2 qui esquisse grand N. Un modèle de cette esquisse quelconque, là, puis à côté, il y a tout, n'importe quoi, ou rien d'autre. Eh bien, transformera, fait obligatoirement ça en grand N. Mais il y a un autre moyen de parler de grand N. Il y a un moyen de parler de grand N en termes de théorie du deuxième ordre, logique, avec l'axiome de récurrence. Alors, le point de départ est le même. Grand N, c'est un ensemble
Donc grand N, c'est un ensemble qui a un 0, un point de départ, disons, ou 0, bon, comme on veut, 1, enfin étoile, donne 0, et puis une opération au successeur. Et puis il y a l'axiome qui doit vérifier l'axiome de récurrence. Si j'ai ça, j'ai ce qu'il faut. Alors c'est quoi l'axiome de récurrence? Alors c'est un axiome avec des quantificateurs, des variables, etc. Donc je dirais bien standard, qui est, alors j'écris de manière naïve, hein, quel que soit x inclus dans grand N, j'ai... Si x est contenu dans x. Comment? Si le successeur de x est contenu. Oui. Si quel que soit x appartenant à grand X, pardon, quel que soit x, x appartient à grand X, implique successeur de x appartient à grand X, alors quel que soit x appartenant à n, pour tout x appartenant à n. Si x est dans x, dans grand X, alors S de x est dans grand X, supposons que j'ai ça, alors ça implique, si je ne me trompe pas trop, hein, x égale n. Et puis, et, donc il y a tout ça, il ne faut quand même pas que j'oublie, et 0 appartient à x. Au lieu de point de départ. Comment? Oui, il fallait Ouais. rajouter que 0 était là. Voilà. Bon, c'est clair, ça va? Il y a deux actions. Bon. Oui, alors on peut mettre en 2 ou bien mettre. Bien. Oui, mais on quantifie sur toutes les parties de n. ça, Alors, pourquoi c'est pas du premier ordre? Parce que il y a des choses qui sont interdites au premier ordre. Par exemple, ça, c'est interdit. Premier ordre, entre les sortes d'éléments, il ne doit pas y avoir de relation, il ne doit pas y avoir ni d'appartenance si, mais d'inclusion non. Là, par exemple, alors, on va l'écrire autrement. On va l'écrire plus précisément si on voulait faire du premier ordre. Alors, si on voulait faire du premier ordre, déjà ça ne s'écrit pas vraiment comme ça s'écrit, enfin je ne sais pas, il y a plusieurs moyens d'écrire, on met x de sorte n. Les variables ont une sorte. Bon. X appartient à x, ben, ça c'est pas clair. Une variable ne peut pas appartenir à une partie. Bon. Là non plus. Là ça va. Non, ça ne va pas non plus. Bon. Et ça non plus. Ben, on s'en tire en disant, au deuxième ordre standard, en parlant de l'ensemble des parties. Si bien que grand X devient une variable de sorte P de n. Bon. Ensuite, X est de sorte n. Ah, on est encore embêté parce qu'on est obligé de garder ça. C'est embêtant. Hein, dans les écritures de formules logiques du premier ordre, on va mettre des formules atomiques au départ. Ça, c'est pas une formule atomique. Alors, il y a un moyen de s'en sortir, c'est de dire, mais P de n, on ne va pas le regarder, on va regarder 2 puissance n. Bon. X appartient à x, on ne va pas le regarder, on va dire, mais de 2 puissance n, fois n vers 2, 0, 1, il y a le foncteur évaluation, hein, qui évalue
si j'ai une partie x, un élément x, ça répond 1 si j'ai l'appartenance, on peut l'appeler appartenance, mais enfin bon, on va mettre évaluation. Ça répond 1 si x appartient à x, ça répond 0 si x n'appartient pas à x. Donc ici, au lieu d'écrire ça, je vais écrire évaluation de x et x égale, alors si ça vaut 1, alors il se passe ce que je veux. Là aussi, même chose. Si évaluation de x et de x 1 implique évaluation de x, c'est quoi ça? Et x vaut 1, évaluation de x et x vaut 1, alors x égale n. Ben ça, c'est pas permis non plus. Ah, alors comment écrire que x égale n? Ben ça, c'est pas dur. Quel que soit x de sorte n, si évaluation x, quel que soit x de sorte n, x dans x, évaluation de x, c'est ça? X égale n, oui. X égale 1. Hein? Pour cet x-là, dire que pour tout x dans n, l'évaluation de x égale 1, ça veut dire x égale n. D'accord? Je sens que c'est pas clair, c'est un peu rapide. Bon, donc au final, j'écris bien mon axiome de récurrence. Bah, je ne réécris pas, à peu près comme ça, quoi. Ça, c'est x de sorte n. Ou je le réécris si vous voulez. Je le réécris si vous voulez. Je sais pas, vous savez plus ce que vous voulez. Ça va, c'est à peu près clair. Bon. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il apparaît qu'un axiome avec que des formules avec où il y a des choses permises au premier ordre. Tout est permis au troisième. C'est dans 2 puissance C'est n. 2 puissance n. Quoi? Oui. Ça, c'est permis. C'est une formule atomique. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. L'application. Ah, il n'y a qu'un seul truc qui est spécial, c'est ça. Au deuxième ordre, j'accepte que des sortes soient puissance, des sortes, on va dire du deuxième ordre, soient puissance de sorte du premier ordre. Une fois que j'ai dit ça, ben j'ai le droit d'écrire comme au premier ordre. En termes d'esquisse, il faut que je sache esquisser 2 puissance n. Facile. Avec une esquisse du second ordre. Avec une esquisse de second ordre, oui, bien sûr. Ça, je sais que ce n'est pas possible au premier ordre, puisque théorie du premier ordre donne esquisse du premier ordre. Donc facile. Il suffit juste de constater que dans les ensembles, je peux même non seulement esquisser 2 puissance n, mais a puissance b pour tout a, tout b. Tout ensemble a, tout ensemble b. Donc b, disons, a, c'est des ensembles. Mais enfin, ça pourra aussi bien devenir des objets d'une esquisse. B puissance a, qu'est-ce qui vérifie? Bon, bah, alors donc je vais avoir besoin de B puissance A quelque part. Qu'est-ce qui vérifie? Bah, on vient de le dire. Premièrement, si je prends le produit, bah, il y a 2 projections. Donc dans mon esquisse, il faudra que je spécifie un cône projectif. Et puis deuxièmement, il y a l'évaluation qui me dit si f va de A vers B et si j'ai A, je lui associe f de A. Bon, voilà ce que fait. Voilà ce que j'ai au minimum
quand j'ai b puissance a, quand j'ai l'exponentielle, ou partie, ou 2 puissance, ou partie. Et la remarque toute bébête, c'est que ce dessin-là, dense, donc si j'en ai besoin dans une esquisse, je spécifierai ce dessin-là, c'est un prolongement de ce dessin-là, donc ça j'ai l'esquisse maintenant, ou verra si on veut. Bon. Terminal. Alors ce dessin-là, où ça c'est un produit. Alors, de nouveau, j'ai A, B, c'est B. On va mettre X, j'ai arrivé. A, X, A, X, P, voilà. Ou de nouveau, je spécifie que A s'envoie sur A, il y a beaucoup d'X. Bon. X s'envoie sur B puissance A, et puis ça s'envoie là-dessus, P1, P2, et c'est un prolongement également minimal. Donc c'est d'ordre 2. Dans ma spécification ici, j'ai une spécification. Donc j'obtiens le foncteur puissance, enfin la puissance, l'opérateur puissance. Et puisque je viens de dire que mes formules, un petit peu réécrites, sont toutes de type premier ordre, avec simplement ça qui n'est pas, alors je ne peux pas le réduire au premier ordre, ça suppose simplement que certaines sortes spécifiées comme sortes du second ordre par rapport à des sortes du premier ordre sont des puissances de sortes du premier ordre. À partir du moment où je sais faire ça, le deuxième ordre se comporte comme le premier ordre. Ou si on préfère, à toute théorie du second ordre, je sais associer une esquisse du second ordre. Puisqu'à toute théorie du premier ordre, je sais associer une esquisse du premier ordre, et que je dispose de l'opérateur P, ou de puissance. Bon, j'ai fini. Non. J'ai une question. Donc, moi, j'ai constaté qu'il y a en gros 2 à 3 théorèmes qui ont été énoncés. Sur le plan épistémologique, entendu comme étant la théorie de la connaissance, ça pose un problème parce que la définition des mathématiques, de façon déontologique, l'exposé est constitué justement soit des axiomes, des définitions, des théorèmes, des corrects qui sont démontrés, ainsi de suite. Ce qui fait que ça permet à l'apprenant ou bien au chercheur de pouvoir effectivement avancer progressivement, de construire effectivement des objets mathématiques, mais pas des objets physiques. C'est-à-dire que quand on lit bien, par exemple, la critique l'exemple d'Emmanuel Kant, il arrive à faire la différence entre une théorie physique, une théorie mathématique et la philosophie. Donc, quand un discours est narratif, bien ficelé, mais qui n'est pas, je dirais, scandé par des théorèmes, des définitions, des corollaires, des applications, ainsi de suite, il est évident qu'à un moment donné, ce discours-là, il tend maintenant vers la physique. Donc, la question que je vous pose en fait, est-ce que la théorie des esquisses, je dirais même que, parce que c'est la même remarque effectivement qu'on peut faire au niveau de la théorie des catégories, est-ce que la théorie des esquisses est vraiment une théorie mathématique? Oui. Je crois qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que
dans les présentations orales pendant les séminaires, évidemment, on ne met pas le. Oui, on déroule les trucs, voilà, bon. texte. Quand on enseigne, par exemple, en L1, on est obligé, ce que j'ai fait cet après-midi avant de venir ici, on est obligé maintenant de ne pas faire de démonstration. Oui, ah oui, bah ça. Quand on définit l'intégrale au sens de Riemann, même en dimension 1, on nous demande à Orsay de ne pas faire trop de démonstrations. Donc là, on a l'impression qu'on fait un discours physique, comme vous venez de le dire, ou même moins bien que ça, parce qu'on ne s'autorise pas vraiment à faire des infinitésimaux très intuitifs pour, par exemple, justifier les changements d'ariole, mais ça ne veut pas dire non plus que derrière, on n'a pas un discours parfaitement rigoureux. Ça dépend effectivement des circonstances orales. Là, tout théorème énoncé qui était énoncé là, Je crois que les théorèmes étaient rigoureux. Oui, Pour moi, il n'y a pas de doute non plus. oui. Ah bah oui, j'en ai suffisamment bavé pour le démontrer. Ce ne sont pas des C'est affaires. pas parce qu'on n'a pas mis des définitions formelles comme dans un texte formel qu'elles ne sont pas. Il y a des textes formels, bien sûr. Est-ce qu'on peut exprimer la problématique de l'élimination des quantificateurs? Ah, les quantificateurs. Et qui Bah. a Jean-Tarski, Seidenberg, Ben, pour les théories algébriques, oui, c'est très clair. Hein, c'est que. Alors, comment on va essayer d'exprimer ça? Comment j'essaie de répondre? J'ai l'impression de toujours donner des réponses un peu à côté. Le théorème Mais- logique est un peu. Oui, ben, j'ai compliqué, parce envie de que dire ça- dans l'autre sens. ça devient- Comment est-ce que je vais faire revenir les quantificateurs? Vous voulez peut-être revenir un peu à la Lovire, enfin. Non, non, il n'y aura rien à voir là-dedans. Enfin, non, pas grand-chose en tout cas. Bon, pourquoi? Alors, ce que je dis, c'est à la louche. Hein, pourquoi est-ce qu'en théorie des esquisses, en fait, une fois qu'on fait des esquisses, on trouve qu'il y a. Tiens, j'ai ni écrit de variable, ni écrit de quantificateur. Alors on est content parce que. Enfin, je ne sais pas si on doit être content d'ailleurs. Bon. C'est un peu comme Bon. Topos. On constate que, alors là c'est physique, on constate que. Bon. Alors, j'ai envie de faire dans le sens contraire. Justement, ça permettra peut-être de mieux voir, je ne sais pas. Si j'ai. Alors, les esquisses, donc, essentiellement, bon, d'accord, il y a les objets, les flèches, mais ça, c'est effectivement les lois de composition, des choses comme ça, donc on les a de toute manière. Et puis il y a ces cônes projectifs qui viennent un peu ou inductifs, qui viennent remplacer un peu les choses. Les quantificateurs, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que A croix B, c'est le produit de A et B, avec les deux projections P1, P2. C'est un produit de A et B, pas forcément cartésien, avec les deux projections P1, P2. Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Alors, premièrement, ça veut dire c'est un produit. Il n'y a plus de quantificateur. Si, parce que je veux dire, si jamais j'ai un autre dessin, quel que soit l'autre dessin, il existe. Mais ce n'est pas les quantificateurs au même niveau. Bon. Ça, le statut catégorique, voilà, il est là. Quel que soit l'autre dessin, il existe un seul qui fait tout commuter. Bon, alors, ça, c'est justement, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça qui gommait tout. En fait, non. Enfin, oui et non. Ce qui gomme tout, c'est le lien entre le fait que ça soit un produit et sa construction. Ça, c'est pas une construction, ça. C'est pas du tout constructif, ça. C'est déclaratif, c'est... Bon. Constructivement, ça veut dire quel que soit A. Alors, je vais faire très logicien. Je vais me mettre appartenant à A. Quel que soit A de sorte A, quel que soit B de sorte B, il existe un et un seul. Alors celui-là, je l'appelle même plus A croix B pour C. Il existe un et un seul C de sorte C, tel que P1C égale A et P de C égale B. Alors, cette procédure-là, elle réintroduit, parce qu'on sait dans Hans comment est construit le produit, donc c'est constructif, elle réintroduit les quantificateurs et les formules. Et bon. Alors, en quelque sorte, théorie de l'esquisse, ça élimine
c'est la construction inverse, entre guillemets. C'est l'opération inverse qui retire les quantificateurs, les variables, etc. Grâce à des propriétés universelles. On ne peut pas répondre à autre chose. Universel, il y a des quantificateurs cachés dedans. Mais on quantifie non pas sur les éléments, tout ça, mais surtout les dessins possibles. Voilà, alors, voilà, c'est pour ça que c'est... Alors, d'un point de vue épistémologique, justement, je crois que c'est assez intéressant, parce que là, la quantification, elle est quand même sur la spécification, sur le statut global, dans toute la catégorie. C'est pas du tout constructif. J'ai ça ou j'ai pas ça dans ma catégorie, puis c'est tout. Alors que ça, pour les esquisses, l'aller-retour, là, théorie esquisse, esquisse théorie, ben, c'est heureusement que je sais comment sont faits les produits. Ou les limites inductives, ou les limites projectives, ou le P de le A puissance B, ou bien le... Donc, les choses ne sont pas si étrangères les unes que les autres, les unes aux autres, mais en même temps, on peut jouer d'un côté ou de l'autre. Bon, je ne sais pas si ça répond. Non, c'est pour ça. Aussi pour savoir si un peu comme Loli a montré sur les topos, la logique interne. Parce que de toute façon, si c'est massif, dynamique, vous pouvez associer à des esquisses des logiques internes. Peut-être que ça correspond au théorème là, de Millet dont vous parlez. Là. Bah, qu'est-ce que c'est une logique interne? De nouveau, c'est une structure, une logique interne. C'est une structure. Toute théorie du premier ordre, et esquissable. Oui, mais ça, c'est... Enfin, disons, expliciter un petit peu le lien entre langage logique Mhm. et diagramme. Oh bah, ça, c'est... Attention, Bien explicité. la logique interne d'un Comme le topos, livre l'a fait pour c'est... le topos. Oui, mais c'est pas lié, c'est pas le lié... c'est lié à la théorie de la démonstration, j'ai envie de dire, plus qu'à la description des modèles. Hein? Parce que pour moi, un topos, on peut dire qu'on fait de la logique, oui, mais on fait des constructions à l'intérieur d'une catégorie. Bon. Et puis maintenant, on peut prendre des modèles d'esquisses ou de ce qu'on voudra, de catégories porteuses de je ne sais pas quoi. C'est plus que ça, parce que c'est Ben non. c'est la compréhension du fait que pour qu'on puisse parler de choses avec des langages formels, avec une syntaxe de type logique, si on suppose qu'on parle d'objets et que ces objets, on veut les représenter comme des éléments de catégorie, on a besoin de certaines propriétés de cette catégorie et que les constructions logiques imposent à ces catégories la structure de topos. C'est quand même ça qu'a découvert Levy. Ben non, je ne suis pas convaincu. Si. C'est la définition des logiques internes. Ben, c'est la définition Que de la Levy. structure de topos, c'est exactement ce qu'il faut pour que un langage formel puisse parler d'objets définis catégoriquement, enfin présentés, décrits catégoriquement. Ben non, je Il maintiens faut que que non. la catégorie ait Ben non. ce type de propriété. Ben non. Qu'elle ait des produits. qu'elle ait des Ah oui, il faut... que pour- sinon ça ne marche pas. Que les formules logiques ne sont plus Ben, interprétables. ça dépend lesquels, et Elles ça sont dépend... cohérentes. Non, ben non, je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Alors, évidemment qu'il faut que, si je veux prendre des modèles d'esquisse ou de théorie du premier ordre, ou, bon, dans une catégorie, évidemment que je ne vais pas me contenter, quoique pourquoi pas. Enfin, évidemment que je ne vais pas me les contenter de les prendre dans une catégorie toute nue. Que je vais imposer à cette catégorie un certain nombre de propriétés. Ah oui, sinon, il y a Par exemple. on ne peut pas associer le langage logique. Mais, Au sens de logique des prédicats. oui, mais là, c'est pas. Justement, si je fais des esquisses, c'est plus un langage logique. C'est ce que je dis. Oui. C'est Je ne suis pas obligé d'aller dans un topos. absolument. Je ne suis pas obligé de prendre un langage logique, je ne suis pas obligé de C'est faire. la question que je vous posais. Voilà, bon. Alors c'est tout. Les topos, c'est qu'on impose à la catégorie le fait qu'on puisse aussi en parler avec un langage logique. Donc si vous affaiblissez la structure de topos, ben, ça veut dire que vous prenez de la liberté, Oui. liberté par rapport Ah bah oui, tout à fait. Alors là, on est à d'accord. Là. l'obligation de parler des choses en termes de logique formelle, etc. Bon, bah, Prenez un peu de s'il distance par s'agit de rapport à prendre de la liberté, oui, oui, on est d'accord. ça. Parce que c'est quand même assez étonnant, enfin, ce que Logir a découvert.
Bon, oui. Parce que si on veut, tout ce dont on a besoin en logique, enfin les connecteurs, les quantificateurs, etc. Et si on veut interpréter ça de façon à parler d'objets qu'on décrit catégoriquement, eh ben, il faut que la catégorie ait les propriétés minimales. Et il se trouve que la structure, c'est une structure de topo. C'est ce qu'utilisent les On peut logiciels. avoir des théories d'ensemble réduites sans Oui. axiome des parties. Oui. En fait, dans le topo, c'est à l'équivalent d'axiome des parties qui Oui. est le classificateur Le de sous-objets. classificateur, exactement. Mais en fait, on peut faire de la logique interne Oui. sans avoir besoin de classificateur de sous-objets. On n'aura pas l'exponentiation, Voilà, on donc aura peut-être une logique plus on faible, affaiblit mais on aura une considérablement. logique quand même. Voilà. Alors, ça Mais- dépend de ce qu'on appelle logique. Mais disons, je parlais de logique des prédicats au sens tout à fait banal. Enfin. Et alors, tu as raison. Par exemple, si tu enlèves les classificateurs de sous-objets, tu affaiblis considérablement. Bon, il me faudra encore 1 heure pour en parler, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On peut montrer que les catégories porteuses de certains types, ce que j'appelle les sémantiques catégoriques d'un système de trame, permettent ne serait-ce qu'en partie, moi je veux bien, ça dépend ce qu'on veut, évidemment, permettent de prendre des modèles de théorie du premier ordre ou pas, du second ordre ou pas, d'esquisses d'ordre supérieur ou pas. Le problème, il est peut-être du point de vue de la théorie de la démonstration. C'était un peu la question que je vous posais. Enfin, Pour ce qui est de prendre des modèles, on prend des modèles là où on veut, et pourvu que là où on veut ait les propriétés qu'on veut. Voilà. Voilà mon point de vue. Alors après, c'est un peu votre question. Après, une fois que j'ai fait ça, ça me fait une belle jambe. Je voudrais pouvoir démontrer quelque chose. Je voudrais pouvoir démontrer des choses. Donc pour démontrer des choses, il faut être capable d'une part justement, si je prends des esquisses, de générer avec des outils générateurs un certain nombre de choses plus grosses que les esquisses dont je suis parti. Et deuxièmement, il faudrait démontrer au sens, alors là, au sens précis du terme, avoir des règles de démonstration. Alors là, on est d'accord, on ne peut pas peut-être faire non plus ce qu'on veut, ou n'importe où, contrairement à ce que je disais. Mais tant qu'on veut prendre des modèles de quelque chose dans quelque chose, ma foi, on y va. Selon moi. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Ça, c'est vrai que le problème de la démonstration, une fois que j'ai une description quelle qu'elle soit, qu'est-ce que j'en déduis? C'est ça, c'est qu'est-ce que j'en déduis? Alors c'est pour ça, d'ailleurs, ça fait partie de la critique que j'adresse aux catégories qui décrivent les structures algébriques. Parce qu'en fait, une partie de ce qu'on peut déduire d'une esquisse, ou même d'une théorie du premier ordre, cette partie de ce qu'on peut déduire, de tout ce qu'on peut déduire, se trouve dans la catégorie à limite projective ou inductive engendrée, ou dans le topos de Grothendieck engendré. Ben alors, si j'utilise le topos de Grothendieck engendré pour décrire ma structure, ça veut dire que je sais déjà beaucoup de choses sur ma structure. Donc j'ai plus tellement besoin d'étudier, je sais déjà presque tout. Ça paraît... On ne sait jamais rien en maths. D'accord. Ben oui, ça paraît contradictoire. C'est qu'il y a des milliers de problèmes auxquels on Ou bien il y a un truc qui est encore plus... La catégorie syntactique, c'est pas évident. Comment? Même simplement. Mais ne serait-ce que ça. C'est pas évident. La catégorie syntaxique, syntaxique, Ouais, syntaxique. hein, syntactique en anglais, syntaxique en français. Paf. La catégorie syntaxique, on prend ma belle théorie du premier ordre. Tout objet est une formule. Bon, ça va, c'est pas trop gênant, les formules à peu près. Et puis les flèches d'un objet vers une autre, d'une formule vers une autre, c'est encore une formule, enfin c'est des classes d'équivalence de formule, peu importe. C'est encore une formule dont on peut démontrer. Alors je comprends que le VIR, il ait besoin éventuellement d'avoir des procédures de logique, dont on peut démontrer qu'à partir des axiomes de la théorie, elle définit une relation fonctionnelle du premier ensemble, de la première formule à la deuxième formule. Bah d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais, moi? Si je sais démontrer les choses déjà à partir de mes théorèmes, à partir de ma théorie, à partir de mes axiomes, je sais déjà plein de choses sur ma théorie, sur mes structures. Qu'est-ce que je vais aller étudier d'autre? Alors, je suis un peu malhonnête parce que, en fait, cette catégorie-là, ainsi que le topos de Grothendieck qui s'en déduit, ne contient pas tout qui s'en déduit. Enfin, il en contient déjà beaucoup. Il contient déjà beaucoup d'informations, si je les connais,
sur ce que je peux déduire des axiomes. Donc d'écrire catégoriquement ou d'écrire toposiquement les structures, ça paraît un petit peu un cercle vicieux. Ceci dit, quand je fais une esquisse, j'ai peut-être rompu le cercle vicieux, mais je ne sais toujours pas tout ce que je peux déduire de mon esquisse. Si je savais, j'aurais déjà la médaille Fields. Ben, je ne l'ai pas. Ah, mais ça répond à la question. En fait, il y a le topos de Grothendieck engendré. Voilà. Là, on a toute la logique interne, etc. Oui, mais Alors, au niveau d'esquisse, on est, c'est à la fois plus faible et en même temps beaucoup plus éclairant pour un certain nombre de choses. Tout le problème est de la constructivité de tout ça. Ben oui. La constructivité, que ça c'est bien facile de dire le topos aujourd'hui. Oui, oui. Ah bah ça, on est bien Déjà content. là, on a vu que c'était pas évident. Je vous explique même en 5 minutes comment est construit le topos de Grothendieck. Hein. Maintenant, à savoir ce qu'il y a vraiment dedans. D'accord. C'est pas la même chose. Vous avez considéré à chaque fois la réalisation d'une esquisse dans laquelle vous avez des ensembles. Oui. Il y a de bonnes raisons pour ça. Est-ce qu'on peut considérer la réalisation d'une esquisse Bien sûr. on peut la considérer dans n'importe quelle Oui, oui. catégorie. Est-ce qu'on peut en particulier la considérer, est-ce que ça a un sens, un intérêt dans le topos classifiant d'une théorie donnée? Oh bah oui, pourquoi pas. Est-ce que ça donne des choses ou bien Bah là, faut que je réfléchisse. Esquisse et topos Dans classifiant le topos classifiant d'une autre, de la même ou d'une autre? de la même ou d'une autre. On doit pouvoir le faire, mais qu'est-ce que ça donne? Bah si, on peut éventuellement faire, si on veut résoudre un problème de bi-interprétabilité ou d'interprétabilité. Hein? Si on a une réalisation de la première esquisse dans le topos classifiant ou dans quelque chose de ce genre, d'une première esquisse dans le topos classifiant d'une deuxième esquisse, on va pouvoir essayer de voir comment ce modèle est obtenu par construction successive de limites, de colimites, voilà, à partir du plongement dionyédal, la première esquisse dans son topos classifiant. C'est-à-dire, on va pouvoir dire comment les modèles de la deuxième esquisse peuvent s'interpréter en termes à l'intérieur de modèles de la première esquisse. Hein, de têtes comme ça. Et le produit des esquisses va jouer un rôle. Le produit des esquisses. Oui. Parce qu'on a un foncteur qui va de l'esquisse vers les foncteurs de l'esquisse dans Hans. Mais ça va se traduire à un foncteur de l'esquisse. Non, c'est ce qu'on appelle le produit tensoriel. Il y a un produit tensoriel d'esquisse qui ne marche pas du tout quand les esquisses ne sont pas projectives. Enfin, qui ne marche pas du tout, qui marche mal. Si on veut que ça marche bien, il faut passer au deuxième ordre. Bon, bah écoute, merci pour... Merci.